Bonjour. Merci beaucoup d'être restés ou venus aussi nombreux après la première session européenne qui était animée par Jean-Claude Trichet. On va essayer de poursuivre et de creuser un petit peu cette discussion dans les débats qui sont ici pour 1h30. Notre idée dans cette session, c'était de discuter de deux points essentiels. La première, c'est le modèle de l'État européen. Les ajustements budgétaires qui sont en cours, peuvent-ils le remettre en question? Est-ce que la crise remet en question ce modèle européen? Est-ce qu'il y a un modèle européen d'ailleurs? Et on verra notamment avec nos intervenants que ce n'est pas forcément le cas. Et la deuxième question, c'est quelle Europe est-on en train de construire? La crise a remis en cause beaucoup des fondements institutionnels de l'Europe. La crise est en train de s'étendre peut-être à l'Italie aujourd'hui et les solutions qui ont été préconisées lorsqu'il s'agissait de petits pays ne sont pas forcément celles qui seront adéquates pour traiter d'un problème aussi grand. Alors on va essayer de partager, d'articuler cette session autour de ces deux points. De la façon suivante. Donc la première partie de la session va être plutôt consacrée au modèle de croissance, au modèle européen. On fait des ajustements budgétaires drastiques. Le modèle qui est mis en cause est celui de réduire les dépenses de façon très importante. On fait ça sur le modèle d'ajustement passé. Dans le passé, on réduisait les dépenses internes de façon très importante et puis le pays qui faisait son ajustement s'en sortait parce que sa monnaie se dévaluait et qu'il pouvait exporter et compenser la perte de revenus intérieurs par des revenus extérieurs venant des exportations. Ce modèle qu'on est en train d'appliquer aux pays de la périphérie européenne, bien évidemment, les chances de son succès sont beaucoup plus risquées. Pour les raisons suivantes, c'est que nous sommes dans une union monétaire et que la monnaie, au lieu de se dévaluer, s'est appréciée. Donc la perte de revenus internes qui vient de l'ajustement budgétaire n'est absolument pas portée et compensée par les exportations. Donc le premier point, c'est est-ce que c'est le bon modèle d'ajustement budgétaire? Et là, l'intervention de Wendy sera particulièrement intéressante puisque les Hollandais ont une vision, eux, des ajustements et du modèle de croissance qui est très différente de ce qu'on a pu entendre, qui est de privilégier en fait l'investissement dans le capital humain, ce qui pour l'instant n'a pas été le cas dans les ajustements auxquels on assiste, puisqu'on coupe dans les investissements, et de se recentrer sur ça, sur la force de travail, l'emploi, l'intégration des jeunes, comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux la population, l'éducation, pour revenir dans la course à la croissance. L'ambassadeur d'Allemagne qui nous fait l'amitié d'être ici discutera aussi du modèle allemand. On voit qu'il y a un gagnant de cette crise. Une économie qui a un business model qui marche, c'est l'Allemagne, puisqu'aujourd'hui elle a un taux de chômage qui est inférieur à celui qu'elle avait à l'entrée dans la crise. Et elle a une croissance très très forte qui, loin d'être seulement tirée par les exportations, semble être en train de se rééquilibrer. Et on voit le fameux consommateur allemand qui était absent depuis 10 à 15 ans se remettre à soutenir l'économie. Donc on a deux modèles de croissance européens qui sont assez forts, qui sont un peu différents dans leur approche, qui seront présentés pour la première partie. C'est une note positive puisque l'idée est de montrer qu'on peut arriver à rééquilibrer ses finances publiques tout en préservant la croissance. Et dans la deuxième partie, j'entends du scepticisme sur ma droite, mais si. Et dans la deuxième partie de la session, on va plutôt se concentrer sur les institutions européennes. Alors on peut être catastrophé de ce qui est en train de se passer, de la gestion de la crise, en disant que ça fait 2 ans que ça dure et qu'on s'en sort pas du tout. Je crois que le premier point à faire d'abord, c'est que sans l'euro, la situation de la Grèce, la situation du Portugal et de l'Irlande serait probablement bien pire aujourd'hui. Donc on a quand même eu un petit succès de l'euro qui est de limiter au moins les dégâts à la baisse. Ce dont on va discuter dans la deuxième partie, c'est vraiment la façon dont a été conçue la construction européenne. Il faut se rappeler qu'à la naissance de l'euro, finalement, on a écarté tout débat sur une gouvernance européenne. On a voulu absolument préserver la souveraineté de chaque pays de l'Europe, et au lieu de coordonner de façon discrétionnaire, donc d'avoir des discussions sur la politique économique et de prendre des responsabilités, de donner une orientation dans la politique budgétaire, par exemple, on s'est contenté
de mettre en place des règles. L'idée a été de ne pas du tout coordonner, mais de mettre des garde-fous en pensant que chaque pays se comporterait comme il faut dans le cadre de ces garde-fous. Ce qui est en train de se passer avec la crise montre que ces règles n'ont pas fonctionné. Alors il y avait deux réactions possibles à cet état de fait. La première, c'était de dire les règles ne fonctionnent pas, on va les renforcer, on va les repenser, mais on ne change surtout pas cet esprit qui est de faire une Europe de règles et pas une Europe de politique discrétionnaire coordonnée. Et puis la deuxième optique, c'est de dire, mais finalement, cette Europe de règles ne marche pas, et donc il faut passer à une étape supplémentaire. Il faut admettre qu'il nous faut un système politique. Il faut donc renoncer à un petit peu de souveraineté nationale, et ça, c'est quelque chose de très fort pour les parlements nationaux. Et il faut accepter de remettre en place, dans une autorité européenne, un vrai jugement discrétionnaire. Donc remplacer les règles par une discussion de politique économique, c'est ça le fédéralisme. Et pour discuter de ces deux options, on aura bien sûr tous les intervenants de cette table, mais aussi plus particulièrement Monsieur Solal et Monsieur Menchao, qui ont beaucoup dans cette crise soit été impliqués, soit débattus de ces règles et de ces modèles. Voilà, je vais laisser la parole à Christian qui va vous présenter les intervenants, et l'introduction sera faite par Monsieur Fontel. Voilà. Merci. Merci Laurence. Alors, on va faire 2 ou 3 petites choses entre nous. Vous allez voir, ça va être relativement simple. La première chose, moi, je vais être d'une brièveté inhabituelle, pour moi en tout cas, de manière à ce que les intervenants puissent s'exprimer le plus longtemps possible. Et la deuxième chose, avec Laurence et tout le panel, nous sommes convenus qu'on allait essayer de vous faire participer au maximum à nos débats. Il y a des échanges, évidemment, avec des experts ici autour de cette table, mais la salle aussi a des points de vue à faire valoir et à présenter, proposer. En tout cas, vous êtes probablement en quête de réponse sur certaines questions très précises qui n'auront pas été traitées par nos amis. Donc, je vais rapidement vous présenter le panel que Laurence a réussi à réunir avec nous. Vous aurez une introduction, bien sûr, vous vous en doutez, par Joseph Borrell-Fontels, qui est, je ne le présente pas, donc vous le connaissez tous, qui est maintenant à l'Institut universitaire européen, mais qui a joué un rôle capital dans son pays au niveau politique. Nous avons aussi Wendy, alors j'espère que je prononce bien Wendy Asbick Bruce, c'est ça? Ça va à peu près, me dit-elle, donc qui est membre du Conseil de politique scientifique et économique des Pays-Bas. Nous avons Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en France, Reinhard Schäfers, et puis Wolfgang Manchow, qui est juste mon voisin, qui s'occupe d'Euro-Intelligence, et puis Pierre Sella du ministère des Affaires étrangères et européennes, que vous voyez, voilà, il est là-bas. Je crois qu'on ne pouvait pas, et en tout cas notre ami Joseph ne pouvait pas avoir une meilleure introduction que la conclusion de Jean-Claude Trichet il y a quelques minutes, qui a conclu sur le pouvoir de l'imagination. J'ai trouvé ça assez formidable, d'ailleurs très agréable de la part d'un banquier central, pour ne pas dire plus qu'agréable, même très inattendu. L'imagination, ce n'est pas la qualité qu'on leur prête en premier en général, et pourtant, c'est ce qu'il a mis en relief. Et donc, je présume que pour sortir les États de cette nouvelle donne en Europe, il va certainement falloir faire preuve d'imagination, et je suis sûr, Joseph, que vous allez nous donner des pistes qui vont fertiliser notre imagination. C'est à vous. Bon, merci beaucoup. De l'imagination, plutôt de la volonté. Les deux vont ensemble souvent, parce que l'imagination par la sieste, ça ne marche pas tellement. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été imaginées, mais la volonté pour les appliquer manque. Let me continue in English, if you don't mind. Well, the economic and financial crisis, that's sure that's going to produce an answer. It's producing an answer which make inequality growth and social cohesion decrease or weaken in European societies. That's a fact. Looking back at the beginning of the crisis in 2009, we saw the rethinking and application of some Keynesian elements to try to cushion the social impact of the crisis. You remember, it's the end of the capitalism, the state is back, everybody relaunching internal demand through fiscal expansion. But 2 years later, with the Greek crisis,
an almost exclusive focus on consolidation of public finances and austerity programs, which are limiting the role of the welfare state and sacrificing expenditure, social expenditure, in the short term in favor of budgetary consolidation measures. The tendency in almost all national austerity programs is to save money at the lower end of income scale and to cut social expenditure. But high revenues have almost not been affected. I think it's very questionable if the current focus on consolidation and cuts are the right way. And I think it's something that has to be discussed, because we risk killing internal demand, and there the danger of entering in a downward spiral which makes much needed growth impossible. As Tommaso Padoa-Schioppa said, austerity yes, growth also, because without growth there is no hope of reducing the ratio debt to GNP. I think that the stimulus to growth, as well as raising income taxes and expenditure, should not be excluded on an imaginative way of dealing with the crisis. But of course, this should be done with a strong coordination at the European level, and we have to recognize that in tackling this challenge, any coordination on a European level has been very scarce. This is the logical consequences of the fact that social policy has only played a limited role in the process of European integration and was, and it still is, mainly a national affair. Of course, compared with others, with the States, Europe has a strong social and welfare state. Nobody in the world is more social than Europe. But despite the broad use of the term, there has never been anything like a European social model. The main feature of what we call European social model is the distinction between us Europeans and the limited American social state. But inside Europe, there are so different social models that it's difficult to say this is the European social model. We are social with respect to the others, but with respect to ourselves, the differences are too big to say that we have a strong model. But the crisis is a good moment to think about which kind of society do we want to live in, what kind of growth do Europeans want, and how do we understand the value of social progress and all these values that has been proclaimed in the Lisbon Treaty. There are several suggestions. The imagination is there. Look, for example, at the recent letter written by the leaders of the German and French Social Democrats, Aubry and Gabriel, suggesting the introduction of a social stability pact, not only an economic stability pact, also a social stability pact. And I think that this proposal, that very recent one, deserves such an important attention. Such a pact would be part of European economic governance and would entail common aims covering social and education expenditures, a corridor for an European minimum wage, and minimal standards for basic social securities. Well, it's a lot of things. If the willing is there, the imagination has already done his role. Other suggestions also underline the introduction of common social standards, the strengthening of social investment. The Lord is asking for increased social investment, and an European access to public and social services with proper social mobility. But apart from these extensive and difficult to make suggestions, others believe that social policy will always be a national affair, and to become more social, Europe should first of all stop being antisocial. Before claiming to be social, why don't we stop being antisocial? For example, fighting against fiscal dumping that one country is doing to the other and decreasing the amount of resources for social policies, to develop a strong, providing incentives to develop national social systems at the national level, especially the issue of public services,
which still has not been solved at the European level, and creating a coordinated framework to boost growth. Without growth, there is no hope of maintaining our social system. A last word about the comparison with different national models. On the last times, everybody, well, not everybody, but there's a big claim saying that Germany is the model to be followed, that we should be, all of us, Germans, behave like Germans, exporting like Germans. Well, there is a little problem because for someone to export, others have to import. If someone exports, well, who will export? And the imbalancing inside the European economy, it's one of the big problems that we have. And since we have here the German ambassador, I'm not going to say a lot about that, but just to remember that yesterday, United Nations report was sharply criticizing Germany's social system and the growth of the inequalities inside the German society. That's a fact that the strong wage moderation in salaries in Germany during the last decade is part of their success. But if everybody would have been following the same German model, for sure Europe will have gone into a deep depression. Can we all follow this model? Which are the pitfalls of this model? Which are the black and whites? I think this is a good thing to discuss. You want to advance on building an European social model. European, yes, but which social model can we build? Thank you. Voilà. Nous avons déjà plusieurs thèmes de débat pour tout à l'heure. Je crois que Joseph a ouvert quelques pistes dont certaines vont être, à mon avis, âprement débattues, et notamment par notre ami l'ambassadeur d'Allemagne en France. Mais avant de lui donner la parole, on va se tourner vers Wendy. Wendy, vous allez nous présenter, puisqu'on a beaucoup parlé à l'instant avec Joseph de pacte, ce fameux pacte de stabilité sociale. Il serait très, très intéressant de nous présenter l'expérience néerlandaise et du nouvel État social qui s'y dessine, alors que cette Europe est semble-t-il, quand même dans un état de déstabilisation généralisée. Vous continuez votre petit chemin, si je puis dire ainsi. Je peux m'exprimer ainsi. Thank you very much. Well, my task is probably then to say that you should all follow the Dutch model, and then my neighbor will say, but actually the Dutch model is based on the German model, and so we are back to my neighbor again. But, well, let me just briefly tell you something about the growth experience or the Dutch model, if you can call it that way. I really don't like the model because I think, but we should maybe come back to that in the discussion, that each country has its own economic and social preference, cultural heritages, specific circumstances which allow countries to learn from each other but not to copy each other directly. And if you copy directly, you also end up fighting the last battle, so to speak. But anyway, let me just introduce to you some of the strengths and weaknesses of what the Netherlands has been doing for the last 20, 30 years or so. Remember, and this is maybe something very interesting also for countries in Southern Europe, that in the 1980s and also the early 90s, the Dutch themselves, the Dutch government discovered that it was, as it said itself, the sick man in Europe. Our then Prime Minister Ruud Lubbers, said that this nation is sick. And what he really meant to say was that, given the fact that Dutch were on the whole rather healthy people, that it was amazing that 1 in 4 people were in some way living off benefits. That is an impressive statistic. What the government then, and the social partners, I should say, through the famous social pact that was mentioned, tried to do was to address these problems, also knowing that if nothing would be done, the Dutch levels of participation would stay low, industrial competitiveness would not crank up to the challenges of international, or Dutch competition would not crank up to the levels of international competition, and basically high levels of youth unemployment would stay up there. Now, one of the secrets, so to say, is the famous Dutch social pact that was concluded in 1993 and which developed later on.
I will not dwell on that, but I just refer to the literature that goes into the details of that. The interesting thing is that the Dutch came out of this in, let's say, around about the start of the 21st century, fairly strong. The strength that they developed now since the 1990s is sort of that they have been able to recover fairly rapidly from the current financial and economic crisis, that there is now a high level of labor productivity, which I must say is also due to a huge amount of part-time working being done, and that is, again, I think is a specific Dutch preference, which is culturally, socially determined, to some extent also institutionally determined, but very difficult, or maybe not even, you don't even want to copy that. High labor productivity combined with a huge amount of part-time working. And part-time working basically done a lot by women. We have overall very low rates of unemployment, high rates of participation, again also partly as a result of part-time employment. And I think that's a strength, relatively low rates of youth unemployment. And if you look at the way the Netherlands came out of the transformation of the 1990s, and also I think this economic crisis, which we are still fairly into, you can say despite all of these changes and despite the fact that we were considered to be a sick society, there is still a relatively high level of social trust in society, certainly if you compare it to some other countries. And there is also, and I think that is very interesting, that there is still a large level of public support for collective solidarity and for collective spending on the welfare state. Now, what are the weaknesses at the moment? Because, of course, there are also weaknesses there, and I think they will become more profound with the challenges of demographic change, individualization, and all sorts of challenges of more rapid international competition that are coming at us in the next 20 years and more. I think one of the weaknesses still of the Dutch model, if you want to say it that way, is a lack of or low levels of innovation and low levels of investment in education. You can look at the Dutch education system and say, well, it looks fairly okay. I mean, low levels of government expenditure, but still not doing too badly, sort of mid-range. But it's a bit like the Netherlands itself. It's a flat land. It's a very flat system, not good, not bad, but we do not have centers of excellence. And if you want to be prepared for the competition for the next 3 decades, you need centers of excellence if you want to compete in this world. And the Dutch don't have centers of excellence like that. Another weakness, I think, in the whole setup at the moment is the transport infrastructure. Here in France, you have the TGV system. We have relatively congested areas. We do not have these sort of high-speed trains. We are probably too small, but we're also not linked up to the infrastructure that is needed for rapid growth. The housing market is also still relatively inefficient, and if you look at all the OECD reports, they've been hammering the Dutch government for that, and I think rightly so. There is also poor childcare. If you compare it, let's say, to childcare in Sweden, if you compare it to childcare in France or in Germany and in Belgium. And this is one of the reasons why Dutch women don't really trust childcare institutions and why they do not want to go out on the labor market more than they could do. You can say, well, it's part of the debate whether this is also culturally determined. I've seen a very interesting PhD that describes all sorts of fiscal incentives that have been given to women to enter the labor market much more, and these simply don't work. Dutch women still prefer to raise their children themselves and to spend more time raising children themselves because they do not trust the institutions of childcare.
and they think that they are much better equipped at educating their children than anyone out there. Now, this is partly a cultural thing. I think it's also something that will change over time, provided that people have the trust that these institutions should give. There is also, and I think this is manifest problem everywhere in Europe, also I think in Southern Europe, the problem of insider-outsider problematique. The fact that the students, the relatively unskilled people have difficulty entering the labor market or keeping on the labor market and actually earning a proper wage. There is the older generation, to which I count myself at the moment, that is still hanging on to privileges that should really be opened up to other people. And I think that is a huge problem across the board in Europe. And we really have to tackle that. And you also see that to some extent in the Dutch labor market. Let me finish very briefly with some threats. I think in the Netherlands there is, and it's widespread in Europe, but I see it in the Netherlands as well, a current popular climate that is anti-Brussels, anti-migration, and there is also a sort of sense of loss, a loss of identity, a feeling that the paradise lost of the welfare state will not be regained. That's a threat, especially if you need continuous change to prepare yourself to the challenges of the next 20 years or so. I also see that the current political parties in the Netherlands have not found a narrative to counteract this sort of sense of loss. They have not been able to find a positive narrative that links the challenges of the future to the idea that you can combine economic growth with social justice. And I agree with my neighbor that that is needed at the European level, but if it's not there at the national level, it is very difficult to overcome that sort of feeling that Brussels is a threat rather than an arena which can also help us. So we need a new narrative, and the current government hasn't really found it. It is stuck in the narrative of we have to cut, we have to limit spending, and we have to tell the Greeks that they have been very naughty and that we Calvinists would know much better how to spend our money. But this is not the point. The point is we are all interlinked, and in some way the Dutch have benefited from the fact, of course, that Southern European countries have been importers. I think the opportunities, I've mentioned them in the beginning. Recent Dutch experience have shown that you can actually have a successful economic performance and also combine it with social policies that care for the people who really need it, and that also keep up collective support for the welfare state. Welfare state reforms can materialize, but they take time. It is not a matter of doing it in 5 years or 10 years. It probably takes 20 or 30 years to overcome institutional sclerosis or to change things. And we have to have that patience, but we also need a positive narrative that links the European and the national experiences. And I think that one way to start that positive narrative, and I challenge everyone to introduce it also, I hope my government would do that, is to find clues in showing that investing in education, in innovation, and in social cohesion can really help, and that should be the way forward. Thank you very much. Merci Wendy. Pardon. Voilà pour le modèle néerlandais. Puisqu'on parle de modèle, on va essayer de maintenant cerner un peu mieux avec l'ambassadeur d'Allemagne en France le modèle allemand qui est présenté comme le modèle économique fort de l'Europe, hein, le modèle qui a réussi ses réformes structurelles avant tout le monde, qui a bien géré ses finances publiques, en tout cas moins mal que les autres, et qui s'est, semble-t-il, garanti un modèle de croissance plutôt pérenne. On va voir si il pense que c'est durable et si là aussi il y a quelques petits points de faiblesse, et puis quels sont surtout ses atouts, et est-ce que, comme disait tout à l'heure Joseph, si on est tous allemands, on va dans le mur. Donc il va nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Avant de présenter mon petit exposé là, sur l'Allemagne et notre chemin des dernières années, laissez-moi brièvement revenir à cette étude des Nations Unies dont a été mention il y a une minute. Parfois, on peut vraiment lamenter la qualité de ces études.
indépendamment du fait que les inégalités sociales en Allemagne certainement ont augmenté comme un peu partout à l'Occident. Cette étude présente le fait que la pension, les retraites des ministres de l'ancienne RDA ont été réduites après une longue procédure judiciaire jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ce fait, cette réduction-là est présentée comme une discrimination sociale. Mesdames et messieurs, il y a 12 ans, en juin 1999, en titrant « L'homme malade de l'Europe », The Economist alertait sur les multiples difficultés et défaillances que rencontrait l'économie allemande. J'aimerais mentionner brièvement également les remarques faites et les bouquins publiés par quelques auteurs anglo-saxons à l'époque qui nous conseillaient de couper vraiment notre modèle industriel tout court parce que tout ce qu'on produisait était sociétés industrielles ont fait référence à mon pays. Elle est souvent citée en exemple, mais fait parfois aussi l'objet de vives critiques que vous connaissez et que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Après avoir été l'homme malade de l'Europe, serions-nous devenus vraiment en quelques années un modèle à suivre? Vous connaissez les faits. Grâce à d'efficaces réformes structurelles menées au début du XXIe siècle, notamment des réformes du marché du travail et des réductions de coûts dans les grandes entreprises, l'Allemagne, quatrième économie mondiale et plus grand marché de l'Union européenne, a retrouvé son dynamisme et assaini ses finances publiques. En outre, après un net affaiblissement en 2009, dans la crise donc, l'Allemagne a surmonté plus rapidement que prévu les répercussions de la crise économique et financière. Selon de récentes études, si les exportations ont été le moteur de l'économie allemande, plus des 2/3 des impulsions de croissance viennent désormais de la conjoncture intérieure. Et cela depuis l'an passé, plus que 2/3 de la croissance viennent de la conjoncture intérieure. L'évolution du marché de l'emploi reste positive. L'Allemagne est ainsi sur la voie d'une relance qui s'auto-alimente. Quels sont les facteurs, y compris structurels, expliquant que l'Allemagne a pu résoudre ses problèmes structurels? De quelles conditions spécifiques et favorables l'économie allemande dispose-t-elle? Je ne citerai ici que quelques éléments de réponse particulièrement importants que vous connaissez tous, peut-être dans le contexte, ça ouvre un peu les yeux. Premièrement, au cœur de l'Europe et au carrefour des grands axes nord-sud et est-ouest, l'Allemagne bénéficie historiquement de fait d'une situation géographique propice aux échanges. Deuxièmement, une forte diversité régionale qui s'est construite au fil de l'histoire, un système fédéral avec de nombreux pôles régionaux et une grande autonomie des Länder. Troisièmement, une
partenariats entre entreprises, instituts publics de recherche, universités, etc. sont elles aussi significatives. Et enfin, un vaste consensus sur l'aspiration à la prospérité pour tous, selon la formule de Ludwig Erhard. Cette aspiration trouve son expression dans un système mis en place sous l'ancienne République fédérale et constitué de structures corporatistes et favorables au consensus. La cogestion dans les grandes entreprises implique aussi et ainsi les employés des entreprises et notamment les syndicats. Bien que véhiculés en filigrane par notre Constitution, les principes de cette économie sociale de marché n'y étaient pas explicitement mentionnés. En effet, ce n'est qu'avec l'adoption du traité d'État instituant l'Union monétaire, économique et sociale entre la RFA et l'ancienne RDA qu'ils ont été pour la première fois inscrits dans la loi fondamentale. Pour résumer, la compétitivité allemande repose donc principalement sur l'efficacité d'un système qui fait coexister des facteurs politiques, sociaux et économiques fondés sur des valeurs, sur les valeurs de l'économie sociale de marché. Ouvert à l'innovation et aux échanges et au changement, ce système ne compte donc pas uniquement sur un accroissement de sa compétitivité par le biais d'une baisse des coûts. La déflation salariale en Allemagne est un mythe ridicule. Notre niveau salarial range parmi les plus hauts en Europe et au même niveau que la France. L'État a pour rôle de fixer un cadre légal de plus en plus au niveau européen et mondial, de mener une politique fiscale habile et adaptée à l'économie sociale de marché et de fournir les infrastructures. Pas plus, pas moins. À quelques exceptions près, au nombre desquelles figurent les banques régionales chez nous, l'État n'est pas un véritable acteur économique. Au cours des décennies passées, il s'est systématiquement désengagé des entreprises. Un mot qui vous intéresserait peut-être, la transition énergétique décidée par le gouvernement fédéral il y a quelques jours et qui bénéficie d'un large soutien de la population, est à mes yeux une nouvelle et passionnante composante du tableau général dans lequel s'inscrit la compétitivité allemande, avec ce grand projet dont l'ampleur n'est pas comparable qu'à celle de la réunification. La capacité d'innovation de notre économie sera mise à l'épreuve. Pour l'instant, on ne peut que spéculer sur toutes les répercussions, mais je suis convaincu que nous sommes en mesure de relever ce défi. Le grand bémol de notre développement, vous vous rendez compte, c'est la démographie lamentable de l'Allemagne qui explique aussi et qui est à l'origine, notamment pour la chancelière personnellement, à l'origine de notre course de rigueur. On ne peut pas, selon la chancelière, en même temps affronter une démographie tellement lamentable et continuer à s'endetter d'une manière comme on l'a fait par le passé. Pour conclure, je recommanderais de ne parler de modèle allemand qu'avec la plus grande prudence. Pour moi, cette expression est typique du vocabulaire prisé en politique au milieu des années 70. Elle dénote une arrogance qui a fait long feu et elle ne tient pas compte non plus de la diversité des contextes dans chaque pays. Donc, je dirais, pour conclure vraiment, il n'existe pas de modèle allemand en Europe pour personne, mais peut-être il existe la possibilité d'une redécouverte des principes de l'économie sociale de marché. Merci bien. Bien. Merci Renard. On va regarder comment, avec Wolfgang Munchow, dont j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que c'était un confrère, puisqu'il collabore au Financial Times, si la politique qui est conduite au niveau de l'eurozone est suffisamment habile, suffisamment bien orientée pour résoudre la crise dans laquelle nous sommes plongés. Voilà, Wolfgang. Thank you very much. I often get asked the question, when is this crisis going to end?
I think my answer is when we stop having discussions about national economic models. What happens when you create a monetary union among independent member states? You start off with, in this case, 16 small open economies, and that's true of even Germany, small open economies, high export sector relative to domestic consumption. It's true of France, relatively speaking, as well. There's only one large closed economy in the world, and that's the United States. Pretty much everyone else is small and open. You merge those 16 or 17 small open economies, and what you get is a large, in theory, you get a large closed economy. But instead, we didn't do this. We created 16 small open economies that were bound together in a monetary union, and we obsessed with our national economic models. You have one country, Germany, that is export-oriented, and small open economies are obsessed with competition, competitiveness. Large closed economies are not. They don't care about competitiveness. The Americans don't care about competitiveness. It's not part of the American discourse about economics. They talk about productivity, talk about employment, but they don't talk about competitiveness. It is something that small open economies do because that's what they've been doing before. They're trying to lower their costs, getting a higher market share against each other, and that's the way we have been, working in the monetary union. And the first thing we did in '99. After we created the monetary union, we created the Lisbon agenda, which was a competitiveness agenda, not an employment agenda, not a productivity agenda. It was based on competitiveness. And we are now a situation that is in part a competitiveness crisis. I don't think it is fundamentally one, but in part a competitiveness crisis because we have some countries that have succeeded better at being competitive, depending on how you define it, than others, as opposed to doing it jointly. The crisis, and economic historians have been known all along, and they said it in the 80s and 90s when we discussed monetary union for the first time, that ultimately you will need a political union. You will need to get over your small economy, small open economy mindset and create this large closed economy mindset. In fact, when we created the monetary union, there were a period of 10, 12 years when we were under the illusion that this might not be necessary. If I listen to former central bankers who also believed that a monetary union ultimately required a political union, who changed their mind because the first 10 years suggested that it wasn't necessary. But that was a very unusual period in the global economy. We had global disinflation, high growth, more and more countries participating in globalization. So we were in a period where we fooled ourselves that this law, that monetary unions ultimately require political unions, we fooled ourselves into believing that this might not be necessary, that it might be necessary only to have a small rule set, budget rules, and we could all get along. The crisis that we now experience basically tells us that this is not the case. This crisis is now going on for a year. People have predicted that it will end. It isn't ending. It won't be ending in any time soon because it is something we can't fudge. It's the first crisis, I think, that I can remember in the EU that is unfudgeable, where we can't just have this normal European compromise where you meet halfway and then everything is fine and things work themselves out. This crisis we have to actually resolve, and we're coming to a way where, at what I call a bifurcation, we will either have to decide to let the Eurozone split up, and I don't know what that means. It could be one country, it could be a larger fragmentation. It's very risky. It's almost impossible to predict what will happen if we let, say, Greece go. Will there be contagions to other countries, as I suspect, or can we contain the situation, as some others will claim? I have no idea. No one has ever done anything like this before, so we will. It'll be a big experiment. The alternative of this route, which I expect is likely to happen, is that we actually move towards a political union with a Eurozone bond, etc., because we probably consider, and for all their faults, our political leaders tend to be risk averse. In that sense, they're less likely. I don't think they're likely to experiment and see, okay, let's see what happens if Greece leaves. I don't think that they're likely to actually want to conduct an experiment, at least not while they are in office. So my guess is that they will, when they promise they will do ultimately everything
to prevent the breakup of the euro is the one thing I actually happen to believe them. I don't think that the process they're going on is in any way optimal or even sensible. But I do believe that comes sort of a midnight decision, and you have to have another solution for Greece, or Greece will leave the eurozone. They will actually take the decision that would keep Greece in the eurozone and ensure that the thing holds together. And ultimately, the only way to do this would be to socialize the European debt. Remember the debt crisis. We have less of a debt as a macro. Again, you look at the Eurozone as a large closed economy, we're better off than the United States. Our debt to GDP level is lower than that of the United States, lower than that of the UK, lower than that of Japan. This is not a macro problem. This is a problem because we're treating each other as small open economies. This is a problem because a very small country, which is Greece, has a debt problem. And we're having a crisis because an even smaller country, which is Ireland, Ireland is smaller than the city of Berlin, if you think of the size, because Ireland has a big financial problem. If we merge this thing and created a Eurozone bond, obviously there has to be a political quid pro quo, meaning a transfer of sovereignty or a limitation of national sovereignty. I think that would be inevitable once you go down that road. But it is a containable problem on a macro scale. So that is the one solution that there is. It doesn't require a huge sort of incision into the European social model. It requires the issue of a bond. We have the mechanisms in place. I think there was an interesting proposal by Amato, Verhofstadt, and a number of other former prime ministers who actually thought about how this can be done. There are various ways of how this can be done, either through the European Investment Bank. You can do this through that rescue facility, the European Financial Stability Facility. There are various technical mechanisms, but they're all in place. We need to change some of the rules. Ultimately, we might even have to change a European treaty. We don't have to do that right now. But we have the mechanisms in place, we have the institutions in place to issue this bond. You can call it something else. I don't think we'll ever call it a Eurozone bond. There'll be some ludicrously euphemistic name we use instead. But ultimately, there will be something in place that will absorb the excess debt. And as a community, we can actually absorb it relatively well because we are not over-indebted as a Eurozone. But it requires difference in national behavior, and it requires an end of this competitiveness obsession, and it requires an end of, we all do our own social model, our own economic model. So these are, it will ultimately mean that banking has to move to the center of Europe. You cannot have a monetary union with national responsibility for banks. That's what got Spain and Portugal in trouble, that they all, and Ireland in particular, Ireland, small country, but a very large financial sector. Ireland cannot maintain a financial sector of the size that it has. Banking has to become a European activity. You can actually have a very small fiscal union. You don't have to replicate a state. That is not necessary. So the mechanisms we have in place, and I believe we will ultimately go this route, but I have to say it's accident prone, so things could happen. Things could go wrong politically in any of the member states, in the north and the south, for this whole process to derail. That's why I'm not, while I'm confident, I'm not 100% sure that we will get there. Thank you. Merci Wolfgang. Alors, vous l'avez bien compris, il a même oublié de vous dire que la politique économique de l'eurozone était basée sur 3 piliers, lies, loopholes and fudges. Il s'est gardé de le dire, mais je pensais qu'il se le réserve probablement pour le débat. Alors, on va voir immédiatement si on peut, avec Pierre Sellal, aller vers une politique plus cohérente, plus déterminée, un peu d'abandon du chacun pour soi, après tout, eurobond, une politique bancaire unique en Europe, enfin, en tout cas, ne plus laisser les petits pays avoir des systèmes financiers qui dépassent et de très largement leur capacité et leur réalité économique. Est-ce que c'est possible sans qu'il y ait une remise en cause politique des structures que nous avons construites de briques et de broc ces 25 ou 30 dernières années ? J'ai trouvé d'abord qu'il serait très challenging de parler après les modèles néerlandais et allemands, mais la question que vous posez est encore plus difficile, c'est-à-dire comment décider aujourd'hui de davantage d'intégration au niveau européen dans la situation politique d'aujourd'hui.
il est bien vrai, et tout ce qui a été dit le souligne amplement, que jamais la nécessité d'aller plus loin dans l'intégration, le besoin d'intégration n'était aussi fort. Un besoin de convergence entre les économies, les politiques budgétaires, les politiques fiscales, au-delà de ce que nous avons réalisé dans le marché intérieur, un besoin de discipline. Laurence rappelait tout à l'heure l'importance des règles, la discipline au nom des responsabilités qu'implique la monnaie commune, un besoin de confiance aussi, car une des choses qui traverse tous les débats européens depuis 2-3 ans, c'est un déficit de confiance entre les membres, déficit de confiance entre les membres vis-à-vis des institutions. Mais également, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une difficulté qui n'a probablement jamais été aussi grande dans le passé, de répondre à ce besoin, de satisfaire ce besoin, de mettre en œuvre les instruments nécessaires dans une union qui est d'abord, je crois qu'il faut toujours le souligner, beaucoup plus hétérogène qu'elle n'a jamais été économiquement et socialement, et le sera encore davantage au rythme des élargissements à venir. Une union qui est moins unitaire dans les aspirations de ses membres, dans beaucoup de domaines, et on rappelait tout à l'heure les choix et les options énergétiques des uns et des autres, la diversité et l'éclatement des sondages sur cette question le démontrent. Une Europe qui est aussi moins légitime aux yeux d'une partie de ses opinions, c'est une réalité dont il faut tenir compte, et une union qui est certainement beaucoup plus complexe sur le plan institutionnel, et c'est la difficulté que vous évoquiez à l'instant. Je crois aussi que lorsqu'on réfléchit à la manière de mettre en œuvre davantage d'intégration au niveau européen aujourd'hui, on doit tenir compte d'un attachement diffus dans les opinions, les populations, pas toujours rationnel, parfois illusoire, souvent illusoire, mais néanmoins réel, un attachement sur le plan politique, voire affectif, à la souveraineté, à l'existence de marges au niveau national. Et ce concept de marge au regard de la mondialisation, je crois, est une des réalités politiques dont on doit tenir compte lorsqu'on réfléchit à la manière d'agir pour plus d'intégration au niveau européen. Alors, il se trouve que depuis 2-3 ans, depuis 2008, déclenchement de la crise, la réponse institutionnelle et politique qui a été apportée à ces données, le besoin d'un côté, les difficultés de l'autre, ça a été l'affirmation, le développement du rôle du Conseil européen. Et je crois que c'est le phénomène qui a été le plus spectaculaire depuis le début de la crise, que cette affirmation de son rôle, au détriment, il faut bien le dire, des autres institutions, et en particulier de la Commission dans son pouvoir d'initiative et dans son rôle d'incarnation de l'intérêt général européen, et des formations du Conseil, des ministres classiques. Alors, cette évolution, elle était virtuelle dans Lisbonne, c'est ce qu'on avait voulu, puisque le président stable du Conseil européen était là pour apporter cette force supplémentaire au Conseil européen. Le résultat était bien au-delà de ce qui avait été pressenti. Il y a eu coïncidence de ce point de vue entre la mise en œuvre de Lisbonne, la crise économique et financière, et, si vous le permettez, l'impulsion au rôle du Conseil européen qui a été donné par l'exercice par la France de la présidence au deuxième semestre 2008. Alors, pourquoi cela ? Quelle est l'explication de cette centralité du Conseil européen aujourd'hui dans le processus de recherche d'une plus grande intégration économique ? D'abord parce que le Conseil européen, en tant que cercle, forum des chefs d'État et de gouvernement, s'est affirmé comme l'instance qui permet de prendre les décisions, au détriment des formations du Conseil, qui de plus en plus ont un caractère essentiellement préparatoire, mais ne sont pas responsables de la décision politique. Deuxièmement, et peut-être surtout, le Conseil européen s'est développé comme l'entité de pilotage politique et économique. Le fameux gouvernement économique, cher au discours politique français depuis 2 décennies, s'incarne progressivement dans le Conseil européen, que ce soit dans un format Eurogroupe ou un format A27,
Et une des novations les plus significatives de ces 2-3 dernières années, c'est le fait que la contestation autour de ce principe même tend à s'estomper, notamment dans la relation franco-allemande, et qu'on est en train peut-être de réaliser au niveau du Conseil européen cette synthèse entre la règle et le discrétionnaire qu'évoquait Laurence tout à l'heure. Le Conseil européen, c'est également le forum qui permet l'échange d'engagement direct entre les dirigeants des États membres, et ceci au niveau le plus élevé. Ça, c'est l'esprit même du pacte renforcé pour l'euro qui a été défini au cours des derniers mois, et c'est quelque chose d'assez neuf, qui se distingue assez radicalement de ce qu'étaient jusqu'ici les programmes soumis par chaque gouvernement à la Commission. Le fait qu'il y ait un engagement direct au niveau des chefs d'État et de gouvernement dans un cadre comme le Conseil européen constitue une avancée incontestable. D'autant que ça s'accompagne par un contrôle par les pairs au niveau du même Conseil européen, des engagements pris par les uns et les autres, qui doit déboucher sur une appréciation des politiques des uns et des autres. C'est ce qu'on a commencé à faire lors du dernier Conseil européen du mois de juin, et je crois que c'est une des dimensions du renforcement nécessaire de l'intégration. Un parallèle à ce point de vue avec ce qui est en train de se passer à propos de l'espace de libre circulation Schengen. Même difficulté, même problème, un cadre qui a été posé depuis 10 ou 20 ans, qui a fonctionné tant bien que mal et plutôt bien pendant toute cette période, confronté à des crises extérieures. La crise économique et financière pour l'euro, la pression migratoire pour le cadre Schengen. Dans les deux cas, on constate des crises de confiance, des limites à l'intégration, la difficulté de coordonner davantage. Et dans les deux cas, le choix est finalement le même. Faut-il renforcer le cadre ou faut-il réfléchir en termes d'exclusion, de mise en congé, soit de la zone euro, soit de l'espace Schengen? Et il est important que la réponse dans les deux cas soit le renforcement du cadre, renforcement de la zone euro et renforcement de Schengen. Enfin, une dernière caractéristique du Conseil européen qui est vraiment importante, et notamment par rapport à ce sujet, cette difficulté de l'équilibre entre les souverainetés et le cadre européen. Le Conseil européen, de toutes les institutions européennes, est l'instance dans laquelle on peut gommer la différence entre une compétence européenne et une compétence nationale. On passe de manière insensible d'un débat autour de compétences nationales et on délibère sur des sujets de compétences européennes. Et je crois que le fait que l'on puisse, au niveau du Conseil européen, travailler de cette manière dépasse le conflit entre l'intergouvernemental et le communautaire. Je me permets d'insister sur l'importance de l'acquis que représentent ces développements parce que je suis convaincu qu'ils sont la clé des progrès d'intégration que nous avons réalisés ces dernières années. Mais en même temps, et ne serait-ce que parce que la règle reste le fondement du cadre européen, et je crois encore une fois que Laurence Boone a eu raison d'y insister, l'important c'est que ce développement du Conseil européen, ce développement de la délibération politique, ne remettent pas en cause pour autant le cadre réglementaire, le cadre des règles, le cadre des engagements qui fait la solidité du pacte communautaire. L'important, c'est que ce développement permette au Parlement européen de continuer à exercer pleinement ses compétences. L'important, c'est de confier à la Commission le rôle de mise en œuvre, le rôle de surveillance qui doit être le sien. Et j'y insiste pas seulement parce que je suis observé par des parlementaires européens et des représentants de la Commission, mais parce que je crois profondément que dans le système européen, il n'y a rien de durable qui ne soit assis sur des institutions, sur des règles, sur des procédures, sur des mécanismes. Si on veut de la pérennité dans ces engagements et dans ces processus d'intégration, il faut faire en sorte que ceci soit articulé avec les règles. Voilà donc ce qu'a permis de faire le Conseil européen et la manière dont l'intégration s'est poursuivie ces derniers temps. Mais je voudrais encore une fois insister sur le fait que, quelle que soit la force, quelle que soit la légitimité, quelle que soit la rationalité de tous ces motifs pour aller vers davantage de fédéralisme et de mutualisation, il est clair qu'on atteint aujourd'hui des zones limites, des asymptotes pour les sensibilités politiques nationales et par souci de ménager les marges que j'évoquais tout à l'heure,
on touche une limite dans la capacité aujourd'hui à accepter des actions collectives. J'en donne rapidement quelques illustrations. On voit bien aujourd'hui, alors que s'amorce le débat sur le futur cadre financier de l'Union européenne, on voit bien les limites de l'acceptabilité des transferts budgétaires entre États membres. On raisonne en termes de contribution nette extraordinairement limitée par rapport à ce que serait une véritable solidarité budgétaire dans un État fédéral. La même chose pour la solidarité financière, entendue au sens macroéconomique, même si dans ce domaine, on a porté cette solidarité financière ces derniers temps à des niveaux inimaginables il y a encore un an ou deux. Je referai un autre parallèle avec Schengen pour noter la limite extraordinairement forte que l'on constate dans l'acceptation du partage des responsabilités dans le contrôle des frontières extérieures. La France défend depuis de nombreuses années l'idée de garde-frontières européen, d'un corps de contrôle des frontières au niveau européen. Il n'y a que 2 ou 3 États membres qui soutiennent cette idée. Et on se rend compte qu'un concept comme celui-là, un partage de responsabilités dans le contrôle de la frontière extérieure, avec des effectifs dédiés, touche une limite de l'action collective vu les souverainetés nationales. Limite encore plus forte pour les actions extérieures. Il y aura beaucoup à dire et de leçons à tirer de ce que nous avons vécu et continuons à vivre à propos de la Libye. Mais c'est quelque chose d'important. On voit très bien à l'occasion de cet exemple les limites de la mutualisation des moyens de défense dès lors qu'il n'y a pas de suffisante convergence dans les objectifs et la vision stratégique des intérêts de l'Union. Et puis, dernier élément, une limite de l'acceptabilité politique aujourd'hui du transfert de compétences, de l'image du transfert de compétences. J'étais représentant permanent à Bruxelles au moment du référendum de 2005. C'est quelque chose qui est resté très fort dans ma mémoire et dans mon esprit. Et ça me conduit, et ça conduit tous les négociateurs français à avoir toujours la claire conscience qu'il y a certainement une limite dans l'acceptabilité politique du transfert et de la mise en commun. Pour conclure, je dirais 3 choses. Oui, 3 choses brèves, Pierre. Très brèves. La première, c'est que la nécessité d'aujourd'hui, pour nos économies, nos peuples, nos pays, c'est plus d'Europe. L'urgence, c'est d'en convaincre. Il y a un travail pédagogique intense qui doit continuer à être mené, mais c'est aussi de savoir agir, comme vous le disiez, avec imagination, pragmatisme, plasticité, ruse parfois, jamais le mensonge, mais nous avons besoin d'innover dans nos procédures et nos méthodes, parce que le défi, c'est de combiner ce surcroît d'intégration nécessaire avec le cadre des nations et le rôle des États. Je vous remercie. Merci Pierre. Il nous reste une petite vingtaine de minutes maximum à la fois pour débattre ici sur le perchoir et puis pour surtout dialoguer avec vous. Mais je vais juste lancer simplement une première question. Joseph, on vient d'évoquer le Parlement européen, vous en avez été le président, on a dit respect du Parlement européen, suivi tatati tatata, donc tout le monde connaît la musique. Et est-ce que vous considérez que c'est une réalité et quel rôle dans cette espèce d'interrogation permanente que nous avons sur les résolutions de crise qui se succèdent en Europe, le Parlement européen peut-il jouer ou est-ce que c'est juste un appareil démonstratif mais pas efficace ? N'attendez pas de moi que je dise que le Parlement européen, c'est un appareil démonstratif. Ben, on ne sait jamais, maintenant vous n'êtes plus président. Non, surtout parce qu'il ne l'est pas. Ah, c'est à vous de le démontrer. Ben, ça sera un peu long, mais ce n'est pas un Parlement comme les autres, c'est bien évident que c'est un Parlement qui ne peut lever des taxes, ça fait une énorme différence. Hein. On disait à l'époque, comment c'était ça, no taxation without representation. On disait avant, bien avant, no taxation without representation. Aujourd'hui, on pourrait dire no representation without taxation. C'est-à-dire, le jour où le Parlement européen aura la capacité de lever des impôts, vous allez voir comment il attire beaucoup plus l'attention de tout le monde. Mais pour l'instant, c'est un Parlement limité. Il l'est encore beaucoup moins après le traité de Lisbonne. C'est évident que les parlementaires peuvent utiliser et beaucoup les nouveaux pouvoirs qu'ils ont.
Dernièrement, à l'Institut de Florence, que j'ai l'honneur de diriger, on a fait un grand débat sur quels sont les pouvoirs du Parlement européen après Lisbonne et comment peut-on les utiliser. Et on peut faire énormément de choses. Et c'est évident qu'à ce moment, le Parlement européen, dans certains domaines, mène le jeu. Il y a des propositions, il y a des oppositions. Aujourd'hui, le Parlement européen, je pense, c'est l'institution européenne plus capable de pousser vers plus d'intégration et en même temps plus de développer la tâche pédagogique d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette intégration-là. Très bien, merci. Je crois qu'on a un député européen dans la salle, Sylvie Goulard. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Là. On peut lui donner le micro tout de suite et ensuite on reviendra ici. Non, mais les députés sont aussi là pour écouter, donc je ne veux pas monopoliser la parole, je ne suis pas sur le panel, mais je voulais dire à M. Sellal que je ne suis absolument pas d'accord avec sa présentation. Le Conseil européen nous mène à la catastrophe. Je ne suis pas la seule à le dire, lisez ce qu'a écrit M. Amartya Sen dans Le Monde il y a quelques jours, lisez ce qu'écrit M. Habermas, je pense que Wolfgang et Reinhard le savent bien. Si nous n'ajoutons pas une légitimation démocratique, et là je m'adresse aux Allemands pour avoir un coup de main, si nous n'ajoutons pas une légitimation démocratique au gouvernement économique, ce qui va se passer, c'est que nous aurons des révoltes populaires en Europe. Il n'est pas possible que le Conseil européen prétende se mêler au jour le jour de la gestion de l'ensemble de nos économies, prétende fixer les niveaux d'impôts, prétendent fixer l'âge de départ à la retraite ou le niveau des salaires. Nous avons besoin pour ça de parlements nationaux, du Parlement européen et des partenaires sociaux. Si nous continuons ainsi, c'est pire que ce que Louis XIV avait jamais imaginé. C'est si veut le roi collectif, si veut la loi. Je ne le dis pas parce que je suis parlementaire européenne, je le dis parce que tous mes contacts sur le terrain me laissent penser, et ça a été très bien dit sur la perte de confiance aux Pays-Bas, ça a été très bien dit partout, on voit ce qui se passe en Grèce. La connexion entre la décision des exécutifs et le débat démocratique est essentielle. Donc, Monsieur Sellal, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon. Ok. Pierre, je suis sûr que vous allez continuer le débat avec le député de tout à l'heure. Ça va se faire tout à l'heure à la buvette, mais comme toujours avec les élus, ça se passe à la buvette. Mais je voudrais juste demander, à notre ami Reinhard, l'ambassadeur, si la chancelière, Madame Merkel, est d'accord pour donner un coup de main à la requête que vient d'exposer Sylvie. Est-ce que vous êtes prêts en Allemagne à aider cette légitimation? Chez nous, ça prend du temps, hein, comme d'habitude. Donc, je me rappelle bien, en février 2010, on a accepté la notion gouvernement économique pour la première fois. Maintenant, Sylvie dit, alors le gouvernement économique a besoin d'une composante parlementaire ou le Conseil européen ne suffit pas. Donc c'est un processus long, gouvernement économique, où nous sommes en train de remplir cette notion de contenu. Le pacte Euro Plus, personne ne veut en entendre parler, mais ça, c'est le gouvernement économique, ce n'est pas les institutions. Le pacte Euro Plus, c'est le commencement du gouvernement économique. Et voilà, c'est plutôt le contenu et ça prend du temps. Et pour ce qui est des institutions, autour de cela, de ces contenus, on verra après. Merci. J'ai beaucoup de demandes. On va les enchaîner. On va commencer par Wolfgang. Vas-y. Yeah, let me say something about the Euro Plus Pact. I think this is one of those areas where I think the political process is at its most complacent. The Euro Plus Pact is a repetition of programs that already exist and that have already failed, with no institutional innovation. The prime ministers will meet, they will talk about, in very general terms, about each other's economies. This is not a coordination. You don't coordinate in the European Council when they meet 4 times a year and have a dinner discussion. This is not policy coordination. This is not what we're talking about. We're talking about, very structural things that we need to do.
and not just having to say, you know, we like the Spanish reform program. And, you know, we've seen the first element of that coordination at the last council, where, you know, these Euro Plus discussions, they took like 15 minutes, and that was European policy coordination. I think this is a fig leaf. This thing will get us nowhere. We will still come back here in 10 years' time and talk about the German model. The Germans will then have an account surplus of 20%, and we will not have gone anywhere. That's not the way to do this. Yeah, Wendy, peut-être aussi un petit mot sur cette. Yes, I'll try to be very brief. I tend to agree with what you said, that we really have to be very careful that we leave out the politics, and that's also what I'm trying to, what would be my reaction to discussing models. As Wolfgang said, we should forget about models. We should really act as though we are one big European Union, one big monetary union. Of course, we should, but as long as people do not have the feeling that they are represented somehow in what is going on, then they will sting to their national models, or they will hang on to discussing things in terms of models. And I think one of the things that the Dutch example shows is that the Dutch have been sort of benignly neglecting explaining to their population what the whole European project was about. Dutch politicians have been very technocratic, almost on the line that Francis Fukuyama suggested yesterday. They have not been able to explain what it was all about. And as long as you are not able to produce a convincing narrative of what is going on and why we really need the project, or why we need to do the things that we are doing at the moment, then you will always leave you will leave the public behind, and in the end it's going to catch up with you. So the politics is in, whether we like it or not, and it has to stay in, because one of the things that we need to do is to make sure that this is also a policy-driven project. So I agree with the fact that as long as our politicians cannot really explain what they're doing, we have a problem. And I see it in the Dutch government. On the one hand, we have the Secretary of State for Foreign Affairs, who tries to explain Europe by saying, look, this is an arena. This is, in a way, it is not a grand project of political union. It is an arena like you would have the OECD, or like you would have the G20. Europe is there. It is like bath water. You cannot think it away. On the other hand, we have our finance minister, who is presenting Europe and the European Council and the whole problem with the European Monetary Union as some sort of battle in which the nation state has to be defended against other nation states. And as long as we have this, then people will not be convinced by whatever Lisbon Pact, whatever Euro Plus Pact, because it simply will not work. And I think rightly so. Bien, merci Wendy. Pierre, un tout petit mot, mais alors 10 secondes pour la défense, mais vraiment 10 secondes, hein, parce que franchement, voilà, le dossier est lourd, donc on ne pourra pas tout régler ce matin. Non, si je n'ai que 10 secondes, c'est simplement pour rappeler que ce qui me sépare depuis toujours avec Sylvie sur ce sujet, c'est que Sylvie Goulard estime que le Conseil européen, assemblée de chefs de gouvernement démocratiquement élus, n'est pas pour autant une instance démocratique. Et ça me paraît vraiment très difficile à soutenir. Bien, alors là, c'est 10 secondes sharp, et voilà, c'est réglé. Bien, est-ce que... alors, il y a une question dans la salle, tout de suite. Alors, j'ai la mienne. Ah non, j'en ai une là-bas. Sinon, j'en ai une vingtaine, donc prenez la parole avant que je les lâche. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Thierry Raz, de PwC. Plus d'Europe, ça aurait pu être plus d'Europe énergétique. Et je voudrais interroger à la fois M. Sella et M. l'ambassadeur d'Allemagne sur le choix qui a été fait par Mme Merkel. C'est un choix respectable et souverain, et en même temps qui est radicalement différent de celui qui est fait par son principal partenaire. Je voudrais savoir si vous pouvez partager avec nous le degré de concertation qui a eu lieu éventuellement entre l'Allemagne et la France avant l'annonce de cette décision. Et par ailleurs, si vous voyez des conséquences sur les coopérations industrielles, voire politiques futures entre la France et l'Allemagne liées à ce choix. Merci. La question est pour Reinhard, je crois, hein, monsieur l'ambassadeur. C'est pour vous directement. Oui. Alors, pour ce qui est de la concertation, c'est très difficile. Je vais revenir. Laissez-moi dire la chose suivante.
Il ne faut pas prendre la décision prise il y a 2-3 semaines par le gouvernement, qui a d'ailleurs passé déjà, pour ce qui est des aspects législatifs, le Bundesrat, la deuxième chambre, vendredi, donc hier, tout cela en 5-6 semaines, ce qui vous démontre donc la ferveur qui est derrière et l'impulsion qui est derrière cette décision. Mais la décision n'est pas nouvelle. La sortie du nucléaire de l'Allemagne a déjà été décidée donc, par le gouvernement rouge-vert il y a plusieurs années, puis en septembre dernier, dans son concept énergétique, à l'horizon 2040-2050, ce gouvernement chrétien-démocrate libéral avait décidé, oui, sortie du nucléaire, mais à l'horizon 2040-2050 plutôt. Donc la décision en tant que telle était prise déjà. C'était donc ignoré par la plupart de nos partenaires européens. Et maintenant, après Fukushima, on a accéléré les choses, c'est vrai. Il n'y a pas eu le temps pour une concertation en détail, mais la France était au courant de ce qui se passait chez nous. La commission éthique a préparé tout cela d'une manière stratégique, philosophique si vous voulez, et le gouvernement a tranché. Et maintenant, on est confronté vraiment à un défi qui vraiment ressemble à la complexité du défi de la réunification d'Allemagne. Donc d'ici 9 à 10 ans, on sera sorti du nucléaire et on aura en même temps réduit, selon la chancelière, de 40% nos émissions CO2. Figurez-vous ce que ça veut dire. Voilà. Bon, bah écoutez, rendez-vous dans 40 ans alors pour voir comment ça va se passer. Pierre, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Je ne vous vois pas, monsieur. Et je ne vous ai pas vu, monsieur, une seconde. Parce que d'abord, vous êtes dans la lumière, et deuxièmement, il faut lever la main très gentiment. Allez-y, allez-y. Depuis hier, j'écoute, je suis là, je suis candide. Et je me dis, bon, premièrement, l'Europe a été créée pour éviter, en fin de compte, les guerres. Ça a été le premier élément. Deuxième élément, quand vous travaillez en économie, pour moi, c'est satisfaire des besoins de la population, quoi. Et je vois tous les techniciens, les savants, etc. J'aimerais bien savoir quelle est la vision de la cité que vous nous proposez actuellement. Parce que vous êtes tous des technocrates, etc. Moi, je suis citoyen, je fréquente Marseille, je vois les problèmes des gens, et je me dis, mais à quoi vous servez réellement? Voilà. Alors, ma cité idéale, je peux parler ici, j'ai été étudiant en Sciences Po, Platon, Socrate, et c'est bien la technique. Moi, j'étais prof de sport, vous voyez ce que je veux dire? Techniquement, on fait ceci, techniquement, on fait cela. Mais j'aimerais bien savoir votre vision idéale de non seulement de l'Europe, mais aussi de ce monde. Parce que si c'est pour travailler à des... Moi, j'ai été, par exemple, en Tunisie. J'ai été au sein de la révolution du jasmin. Et là, j'ai vu des problèmes politiques. J'avais honte, à un moment donné, de mon pays et d'Ali Omari. Hein, je le dis, franchement. Bon. Et une petite je voudrais cette et cité, on va vous y répondre. La cité idéale que vous nous projetez. D'accord. Je crois que c'est la réalité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va demander à qui veut... l'ancien... Je crois qu'il n'y a que l'ancien président du Parlement européen qui peut élever le débat aussi haut et nous dire vers quelle cité idéale nous nous acheminons qu'à un cas. Plutôt qu'à un, que qu'à ou qu'à que qu'à un, comme vous voulez. C'est pas un cadeau, je le sais. Vous savez, la cité idéale, quand on dit ça, on a tous les risques de tomber dans la rhétorique, non? Évidemment, on voudrait une société plus égalitaire. Pour moi, hein, la chose qu'il fallait obtenir le plus pour devenir idéal, ça serait plus d'égalité. Et mon problème avec la crise et la sortie de la crise, c'est que la crise va produire encore
plus d'inégalités. Enfin, on dit que l'inégalité était dans les roots de la crise, et on deviendra moins idéal encore, on deviendra plus inégal. Et je pense que l'humanité et l'Europe ont un gros problème de partage de revenus. Et tant qu'on ne sera pas plus capable de partager les revenus pour devenir plus égalitaire, on ne sortira pas de la crise économique, parce que la crise, c'est surtout un problème aujourd'hui, c'est une crise de manque de demande. Et la demande ne se développe pas plus parce qu'on coupe les revenus d'une grosse partie de la population. Alors, pour aller vers une société plus idéale, pour moi, il faudrait s'attacher à combattre les inégalités. Pour moi. Oui, Wendy? I'll try not to be technocratic, and therefore I should be brief, but I think if you travel outside Europe, people are still looking in Asia, also in North Africa, looking with admiration to the individual countries in Europe and also to the European Union. Why is that? Because the European Union and the countries within it, through history, through the way they shape their countries, managed to create a state that is, on the whole, balancing freedoms with also protection against the state and from state intervention. And my idea would be that we keep that balance, and also we create an enabling state, a state that leaves enough individual freedom for everybody to use whatever he or she has to offer to the collective, without actually leaving people behind. So we have to invest in education and in innovation, and also showing that you can combine democracy, economic justice and liberty. Merci Wendy. Est-ce que nous avons d'autres points? Oui, tout au fond, une question. Présentez-vous, mademoiselle. Donc, je m'appelle Magali, j'assiste depuis hier. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je m'appelle Magali, j'assiste depuis hier aux interventions. J'entends beaucoup parler de nécessité d'introduire plus de légitimité démocratique dans les institutions européennes. Ma question est toute simple. Quelles sont vos propositions? Voilà. Ah. On va faire un rapide tour de table alors, et qui sera le point conclusif. Vous avez une trentaine de secondes chacun pour nous proposer une mesure qui ferait avancer notre dossier, le dossier sur lequel s'interroge Nathalie. Alors je vais commencer par Pierre, au bout de la table. Pierre, quelle est la mesure qui vous paraîtrait essentielle aujourd'hui? Je reste fidèle à ce que je disais tout à l'heure, et la question me permet de compléter. Je crois que nous avons besoin d'un gouvernement économique contrôlé démocratiquement, à la fois au plan national et au plan européen. Contrôler ne veut pas dire que le travail du gouvernement doit être partagé. Je distingue ce qui relève du gouvernement de ce qui relève des règles. Et s'agissant des règles, la codécision avec le Parlement européen doit être complète. Alors, puisque Sylvie Goulard m'en donne l'opportunité, je voudrais dire que le débat actuel, que je me permettrai de résumer très rapidement, sur la gouvernance économique, il s'agit de savoir selon quelle procédure, plus ou moins démocratique, les décisions pouvant mettre à l'amende un État membre, défaillant par rapport aux règles, peut être prise. De manière assez curieuse, et je me permets de le dire à Sylvie, le Parlement européen défend une position selon laquelle une sanction pourrait être prise sans qu'à aucun moment une majorité s'exprime en ce sens. Nous considérons, du point de vue français, et pas simplement du point de vue français, du point de vue du Conseil, que ce ne serait pas une belle manifestation de démocratie. Ça montre que le dialogue entre le Parlement et le Conseil gagne à être enrichi dans une perspective démocratique. Merci. Merci Pierre. Reinhard, peut-être une proposition? Je dirais plutôt un peu d'une manière orthodoxe. Le Big Bang démocratique n'est pas devant nous. L'Allemagne, la population allemande aurait pu être prête à quelque chose comme cela pendant les années 90. Elle n'est plus prête aujourd'hui au Big Bang. Il faut l'expliquer largement. J'ai fait référence aux besoins de temps chez nous.
Entre-temps, pour ce qui est de la démocratie au niveau européen, optimiser le fonctionnement de la coopération des institutions, ne pas mettre en doute la légitimité démocratique entre eux. Et deuxièmement, bien sûr, pendant cette période transitoire, du point de vue historique sans doute, renforcer et impliquer les parlements nationaux, comme ça a été strictement demandé par notre Cour constitutionnelle. Donc le Bundestag sera impliqué dans toutes les décisions qui sont devant nous, y compris les pas individuels dans la régulation de la crise financière et pour ce qui est des mesures. Donc je regrette, je n'ai pas la recette magique. Il faut partir de ce qui existe aujourd'hui. Merci Renard. Laurence va évidemment conclure très rapidement d'une phrase. Elle a coordonné et organisé tous ces débats. Et puis, derrière nous, vous verrez, il y a encore des débats tout aussi passionnants qui vous attendent sur progrès économique et transformation sociale dans les émergents et puis sur l'État défaillant. Et vous reviendrez sur quelques-uns des thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est juste après nous et c'est après la conclusion de Laurence. Merci à tous. Merci à vous pour les débats. Moi, je retire quand même une note positive. C'est que tous les participants, qu'ils soient allemands, hollandais, français, espagnols, ne défendent pas leur modèle pour l'imposer aux autres et que l'exemple allemand nous montre qu'il est possible, s'il est possible d'avoir des régions fédérales qui ont des modèles économiques différents et qui sont arrivées à faire une Allemagne harmonisée avec une convergence sociale, il est sûrement possible que des États européens arrivent à se mettre d'accord sur un socle social minimum et ensuite aient leur propre modèle économique qui finance ce socle social. Merci. Merci à tous. Et puis j'encourage les étudiants de Sciences Po qui sont ici à faire un relevé tous les ans de voir des progrès que les tables rondes proposent à chaque année sur ce thème qui n'est pas fini d'être travaillé.